Donc nous allons passer directement à la deuxième intervention qui sera présentée par professeur Luis Bouzafour, qui est enseignant chercheur à la faculté de droit d'Agadir et spécialiste des nouvelles technologies d'information et de communication, et surtout l'importance de leur intégration dans de manière générale l'administration publique et de manière particulière le service public. Donc son intervention s'intitule « Réinventer le service public à l'ère du numérique ». Donc à vous la parole. Merci Monsieur le Président. Donc mon intervention, mon sujet s'intitule, comme vous avez déjà dit, « Réinventer le service public à l'ère du numérique ». C'est-à-dire, et si je vais voir en quelque sorte le rapport de la technologie d'information et de communication avec le service public, spécialement donc, je vais parler de la notion de service public et plus particulièrement, c'est-à-dire les grands principes du service public. Est-ce que ces services publics-là, ils sont plus adaptés avec les nouvelles technologies, c'est-à-dire les anciens, les grands principes classiques, en quelque sorte l'égalité, la continuité et l'adaptabilité ou bien la mutabilité du service public? Est-ce qu'ils sont vraiment adaptés avec le service public aujourd'hui, ou bien les technologies, c'est-à-dire ces services-là, ou bien ces grands principes-là, se trouvent en quelque sorte incompatibles avec le service public d'aujourd'hui, à l'ère du numérique, et il faut bien sûr les adapter, il faut les aménager, et est-ce qu'ils sont incompatibles, vraiment incompatibles? Donc là, je vais commencer par une petite définition. Le service public, comme vous le savez, c'est une activité d'intérêt général assumée par une personne publique ou privée, ou bien par les deux, et soumise à un droit spécial. Sa définition traduit d'abord la première crise de la notion service public. Tout d'abord, il n'y a pas de coïncidence entre service public et organisme public. De fait, bien sûr qu'il y a un grand nombre des services publics qui sont gérés par des personnes privées. Le critère organique également est devenu un critère secondaire par rapport aux critères matériels et fonctionnels. Et ensuite, la présence du service public, elle ne nécessite pas nécessairement, bien sûr, l'application de droit public avec l'avènement du service public industriel et commercial. La ligne de partage entre le public et le privé étant à disparaître. Depuis quelques années, on assiste bien sûr à d'autres types de crise de service public, sous la pression d'un certain nombre de facteurs, à savoir le désengagement de l'État, l'exigence de la rentabilité, l'impact bien sûr de la politique de la privatisation et plus convenablement et plus globalement la régression de la logique du service public au profit de la logique de l'entreprise. Il y a d'autres types de crises touchant bien sûr la fameuse loi de Roland, ou bien ce qu'on appelle les grands principes du service public, qui ont tendance à s'infléchir dans les faits, notamment dans le domaine du service public industriel et commercial. Tendance à admettre de plus en plus la discrimination tarifaire, qui interpelle ici le principe d'égalité, suppression des services déficitaires ou bien problème des grèves répétitives, et là bien sûr il porte atteinte au principe de continuité, et le principe de mutabilité a plus souvent été invoqué pour justifier bien sûr la réduction et la suppression du service ou bien les crises de nouveau. Outre ces crises, les difficultés du service public sont actuellement, à notre avis, reliées à une crise de gouvernance. Ensemble, pour répondre effectivement aux besoins d'application des aspirations des citoyens, il convient donc de réfléchir le service public de nouveau fondé bien sûr sur des approches de gouvernance pour améliorer l'efficacité de l'action publique. Les services publics subissent également de plein fouet l'impact des innovations technologiques, toujours plus rapides, impliquant bien sûr des adaptations permanentes et provoquant des profondes mutations de l'ensemble des services publics. L'exemple du secteur des télécommunications, qui est un secteur actif en quelque sorte, et c'est la convergence en quelque sorte de l'informatique, de la téléphonie et de tous les autres services ou bien le support de l'information. De nouveaux services apparaissent bien sûr et rendent possible l'apparition des réseaux privés, ce qui bouleverse en quelque sorte la gestion du service public. Les technologies donc dans ce cas peuvent être
être considéré comme un instrument de bonne gouvernance, ou bien est un moyen plutôt d'accompagner des réformes des services publics. Les opportunités offertes par les technologies constituent un changement de paradigme de la livraison de services publics et permet d'améliorer significativement l'organisation de services publics et les prestations rendues aux usagers. Face à la montée du paradigme de l'administration électronique typiquement conforme aux grands principes de service public, il semble nécessaire de démontrer si l'administration électronique est en parfaite symbiose avec les grands principes du service public, l'érection de technologies de l'information en service public remet en cause ces principes et se trouve donc incompatible avec l'administration électronique, donc il faut bel et bien les adapter, les compléter et par d'autres principes qui disent émergents. Ces principes, donc, on aura l'occasion de les détailler dans une partie prochaine, deuxième partie. Donc là, je vais bien sûr articuler notre sujet sur deux éléments, sur deux points essentiels. Donc je vais parler de l'éruption des services publics par les technologies de l'information d'abord dans la première partie, et la notion de service public nécessite une adaptation à l'ère du numérique. Donc je commence par la première. L'administration connaît aujourd'hui une mutation vers les services dématérialisés ou numérisés, au détriment de l'administration classique, caractérisée par des procédures papier et ce qu'on appelle bien sûr avec une constante interaction physique avec les personnes. L'administration électronique bouscule donc ces idées, puisque les services sont délivrés par des machines et que les serveurs et les ordinateurs ne sont pas forcément localisés au lieu où se trouve l'usager. Le chantier de l'administration électronique répond à un double enjeu: améliorer les services rendus aux usagers, d'une part, et accroître l'efficacité interne des services de l'État, d'autre part. Il s'agit ici d'une mutation parfaite en quelque sorte et pleinement de la problématique générale de la réforme de l'État, qui doit adapter son mode d'administration aux exigences du moment et aux changements des différents biens qui affectent en quelque sorte l'intérêt général, et plaçant l'usager du service public au centre de ses préoccupations. La technologie numérique joue pleinement ce rôle. Il facilite l'accès des citoyens de l'administration, satisfait au mieux les besoins des usagers, avec plus d'efficacité, de célérité, de moins de coûts, et surtout avec une meilleure qualité de service public. Les téléservices ont pour finalité l'administration sans agent, sauf en cas bien sûr en cas de difficultés particulières. Ils ont donc tendance à transformer radicalement ce qu'on appelle le rôle des agents et du public. La conception moderne même des téléservices change maintenant la nature des procédés. Et en quelque sorte, il faut repenser dès aujourd'hui le modèle administratif, bien sûr, dans cette période-là ou dans une ère du numérique. Il faut revoir le modèle administratif, il faut redéfinir le rôle de la hiérarchie et lier bien sûr ce qu'on appelle à la localisation et à la spécialisation des services. Deuxième partie, une notion de service public nécessite plus d'adaptation à l'ère du numérique. D'abord, je vais parler ici de deux éléments. La nécessité de réviser d'abord les principes classiques du service public. Et ensuite, on va voir est-ce qu'il y a tendance à avoir bien sûr d'autres principes émergents et qu'on va les détailler. La navigation, bien sûr, sans obstacle. Le développement des téléservices, le paiement en ligne nécessite une harmonisation véritable des services et une dématérialisation d'une véritable continuité. Si nous voyons maintenant le principe de continuité, il occupe une place importante dans la trilogie du principe du service public. Il suppose que le service public doit fonctionner d'une manière régulière, sans interruption et en fonction bien sûr des besoins des attentes des usagers. L'évolution technologique et les besoins supposent donc des aménagements et des adaptations du service. Pour ce qui est des horaires d'ouverture, l'administration électronique semble présenter un grand intérêt et coller avec le principe de continuité. Parce qu'il repose sur le réseau Internet, qui est un procédé technique qui permet à l'usager d'avoir un accès 24/24 à l'information et aux procédures d'une administration sans coupure ni grève, parce que les serveurs ne possèdent pas de droit de grève. On peut en déduire facilement que l'administration électronique renforce en quelque sorte l'application du principe de continuité. Mais le principe de continuité du service public électronique n'échappe pas à une telle suspicion.
En effet, les aléas techniques, l'encombrement du trafic, sont susceptibles de mettre, bien sûr, à mal le fonctionnement continu de l'administration. Si nous focalisons le principe d'égalité, il implique qu'aucune distinction ne soit faite, bien sûr, entre les usagers quant aux accès de services publics, c'est la définition. Par ailleurs, l'application du principe d'égalité est évidemment parfaite dans le cadre de telles procédures. Jusqu'à présent, les programmes informatiques ne se laissent pas influencer par des considérations de nature politique ou affective. Mais égalité de droit ne veut pas dire uniformité des prestations. Le principe d'égalité ne signifie pas que les usagers de téléservices doivent être traités de la même manière. L'égalité d'accès de traitement n'interdit pas de différencier le mode d'action de ces services. Les réponses aux besoins peuvent donc être différenciées dans l'espace du temps qui doit être en fonction de la diversité des situations des usagers. L'administration électronique propose parfaitement des procédures adaptées, complètes et fiables. La mise en place d'une administration électronique pose un problème substantiel dans la mesure où mettre en place une administration électronique va supposer exclure certains usagers de l'accessibilité aux services numériques de l'administration. Le principe d'égalité d'accès devant le service public se trouve donc aussi menacé par la fracture qu'on appelle la fracture numérique. C'est-à-dire que la constitution d'une inégalité faite ou bien face aux possibilités d'accéder et de contribuer à l'information et ainsi de bénéficier des avantages du développement des opportunités offertes par les technologies d'information, un nombre croissant de personnes a certes accès à l'Internet, mais beaucoup sont encore exclus pour des raisons. La première raison, il y a l'analphabétisme numérique. Deuxième, il y a certains citoyens qui ne se trouvent pas intéressés à se connecter, ni même à se procurer un outil informatique. Le principe de mutabilité de service public appliqué à l'administration électronique signifie l'adaptation non seulement du service, mais la procédure administrative en elle-même. Elle doit être adaptée, et même le comportement des agents, elle doit être adapté bien sûr à cette nouvelle donne qui est la donne à l'évolution numérique. L'adaptation constante aux besoins de chaque catégorie d'usagers, voire de chaque usager en tant qu'individu. La vitesse extraordinaire maintenant des programmes informatiques, avec la très grande souplesse des variations informatiques, en permet de projeter une offre produite et des services personnalisés en direction de chaque catégorie des usagers. Il peut même cibler l'usager lui-même. L'internaute usager se trouve dans un confort relatif, lui permettant de traiter avec l'administration et sans se soucier bien sûr des ouvertures ou bien des heures ouvrables, de la durée, de déplacement vers des services et de l'encombrement au niveau des guichets, ni de la localisation géographique des bureaux. Mais ce principe également ne s'échappe pas bien sûr à certains reproches justifiant que cette mutation de l'administration électronique est en réalité une préoccupation sécuritaire et une exigence de gouvernance mondiale. En effet, la numérisation et l'unification des données que l'on présente comme facilitatrices des procédures administratives servent autant les intérêts de l'État redevenus policiers un peu par la force de la conjoncture internationale. Par exemple, le cas par exemple des cartes d'identité numérique, le passeport numérique, la carte grise numérique, etc. Ce sont bien sûr, c'est la même mise en quelque sorte de l'État sur le service public numérique. L'administration électronique peut-elle s'appuyer sur des principes émergents de service public? Là, on passe à la deuxième génération. Est-ce que ces principes-là, donc, est-ce que ces principes-là, nous avons vu qu'ils se trouvent un petit peu convenables avec le service classique. Maintenant, si ces grands services-là, est-ce qu'ils peuvent être aménagés, ils peuvent être adaptés et ils peuvent être complétés par d'autres services, à savoir bien sûr les dits émergents, c'est-à-dire nouveaux en quelque sorte. Alors, si nouveaux principes complètent les anciens dans le but de réussir l'administration électronique, on va citer, il y en a beaucoup, on va citer quelques-uns. Le principe de qualité, de transparence, d'accessibilité et également de participation. Même si on ne peut pas parler aujourd'hui du principe de qualité comme une loi autonome. Mais le droit à un service public administratif de qualité semble aujourd'hui, bien sûr, reconnu par de plus grand nombre de pays ou bien des États.
L'idée d'un principe de qualité est née dans la sphère économique pour améliorer la gestion de services publics industriels et commerciaux. On doit penser que l'administration électronique serait plus qualitative que l'administration classique, notamment parce qu'il permettait plus de célérité dans les procédures et plus de qualité. Quant à l'accessibilité, elle est l'un des buts les plus contribués par le service public aujourd'hui. Ce principe vise à assurer à tous les usagers du service public un accès facile à ces prestations. L'effort de la simplification et de la clarification administrative est donc un levier essentiel de l'amélioration des services publics avec, bien sûr, les usagers. Et les services publics doivent en permanence rechercher les moyens d'un allègement des démarches, des formalités que l'usager doit accomplir pour bénéficier du service. L'administration électronique est souvent vue comme étant une panacée au problème d'accessibilité aux services publics. Il ouvre la voie au développement des services en ligne intégrés qui seuls permettront bien sûr de replacer l'usager au centre des préoccupations et de lui offrir un service de qualité. L'intégration de ces services lui permettra bien sûr en termes de disposer d'un guichet unique s'appuyant sur un système d'information très performant. Le principe de la transparence et de la participation. Le principe de participation véhicule l'idée selon laquelle les usagers devraient être associés au fonctionnement du service public dans le but, bien sûr, de son amélioration. Une administration plus efficace, c'est aussi une administration participative. Elle consistait donc à gérer des situations, des formalités plus interactives et intégrer l'usager dans un processus de coproduction de l'administration plutôt que de faire de lui un consommateur froid et passif de ses compositions. Les technologies d'information dont servent à l'administration de nouveaux moyens pour communiquer des informations et consulter les citoyens. Le principe de transparence permet à tous les citoyens et usagers de s'assurer du bon fonctionnement du service public. La transparence suppose, selon la formule de Jacques Chevalier, de rendre l'administration moins opaque, de dissiper le brouillard qui l'entoure et également de déchirer le voile qui le recouvre. Les technologies numériques peuvent contribuer à restaurer la confiance entre les citoyens de l'administration. L'administration électronique accroît la transparence, l'ouverture de l'administration. L'exemple le plus typique dans l'administration électronique est dans le domaine de passation du marché, du marché public. Le citoyen peut consulter les résultats, les appels d'offres, de lutter efficacement contre les fraudes, la corruption, et ainsi de suite. Et ainsi. Merci, chers collègues, pour cette communication qui a essayé d'analyser les changements qui peuvent résulter de l'intégration d'éthique dans les services publics. Vous avez bien signalé que ces changements sont à la fois positifs, mais en même temps imposent certains défis, dans la mesure où ils nécessitent une adaptation en profondeur des principes, des pratiques et même des ressources sur lesquelles repose le service public. Et vous avez également signalé que ces adaptations doivent toucher même les usagers des services publics pour pouvoir bénéficier de la nouvelle configuration de ces services à l'ère du numérique. Donc nous allons passer à la troisième communication qui sera présentée par le professeur Marwan Timassi, qui est professeur à la faculté de droit et de sciences politiques de Sousse, en Tunisie. Il est également membre de l'unité de droit constitutionnel et fiscal maghrébin et membre fondateur de l'association Gouvernance et Citoyenneté.